Bonjour à tous et à toutes et bienvenue une nouvelle fois dans cette séance, la 4e, consacrée aux empires chrétiens, byzantins et carolingiens, et donc au Moyen-Âge. Alors là, on entre non pas dans les choses sérieuses, parce que c'est fait depuis le début, mais on entre dans le dur, dans le vif du sujet, puisque après avoir présenté les deux empires sous leur dimension spatiale avec la carte et chronologique avec la frise, et après avoir donné une dimension artistique à notre travail avec la comparaison des basiliques, de la basilique de Sainte-Sophie de Constantinople et de l'église palatine d'Aix-la-Chapelle de Charlemagne, et bien aujourd'hui, place à notre première leçon et à son dossier consacré à l'Empire byzantin, exclusivement l'Empire byzantin, héritier de l'Empire romain. Depuis la première minute de la première séance, je n'arrête pas de répéter que l'Empire byzantin est l'héritier de l'Empire romain de l'Antiquité. Et bien, il est maintenant temps de le démontrer. En quoi l'Empire du Basileus Justinien Ier, et de ses prédécesseurs et de ses successeurs, est-il l'héritier direct de l'Empire romain de l'Antiquité? Au cours de cette première moitié de séance, tu vas découvrir que l'Empire byzantin, tout comme l'Empire romain de l'Antiquité, est un carrefour méditerranéen et que l'Empire byzantin, finalement, a connu la même histoire que l'Empire romain de l'Antiquité. Et plus que la frise chronologique, la carte va nous démontrer à quel point il y a une filiation, un rapport de parenté entre l'Empire byzantin et son prédécesseur, l'Empire romain antique. Il suffit de regarder la carte. Si on a en tête les contours de l'Empire romain de l'Antiquité, je vous renvoie à la première séance, eh bien on voit bien que la partie orientale de l'Empire romain de l'Antiquité, celle qui est en jaune très foncé, eh bien, on voit que c'est l'Empire byzantin à ses débuts. Autrement dit, l'Empire byzantin est la partie orientale, la partie à l'est, à droite sur la carte, de l'ancien Empire romain de l'Antiquité. Et l'on voit une ligne en pointillé, virtuelle évidemment, elle n'existait pas pour de vrai, mais une ligne virtuelle qui passe entre le talon, la semelle de la botte italienne à l'ouest et puis la Grèce à l'est, et cette ligne, c'est la ligne de partage de l'Empire romain de l'année 395, décidée par l'empereur Théodose Ier. Et l'Empire romain d'Orient, qui deviendra par la suite, qui changera de nom et qui prendra le nom d'Empire byzantin, et j'expliquerai pourquoi dans quelques instants, eh bien cet empire byzantin qu'on retrouve en 476 ici, donc dans ses frontières issues du partage de 395, elles n'ont quasiment pas bougé à l'époque, eh bien cet empire byzantin va connaître finalement une histoire assez semblable à celle de son ancêtre, l'Empire romain de l'Antiquité, parce que, comme l'Empire romain, il va connaître des phases d'expansion, c'est-à-dire de conquête, et puis aussi des phases de déclin, c'est-à-dire de repli, c'est-à-dire des territoires qui vont être perdus face à des voisins ambitieux et plus puissants que lui. Alors, par rapport
à Zénon, qui l'a précédé, et qui portait d'ailleurs encore le titre latin d'Imperator, eh bien, Justinien Ier, qui lui a adopté le titre grec de Basileus, mais il est vrai aussi que l'Empire romain d'Orient est devenu Empire byzantin, en affirmant davantage son identité grecque, eh bien on voit que en un peu plus d'un demi-siècle, les frontières de l'Empire byzantin ont bougé. Pas tellement, pas du tout, ou presque, en Asie mineure et au Levant, c'est-à-dire en Asie. Mais en revanche, elles ont considérablement évolué en Europe, puisque toute la péninsule italienne et les îles, la Sicile, la Sardaigne, la Corse, sont sous le contrôle de Basileus Justinien, mais aussi une bonne partie du littoral de l'Afrique du Nord, parce que son prédécesseur avait le contrôle de l'Égypte, et aussi de la Cyrénaïque, c'est-à-dire à l'ouest de l'Égypte, cette bosse qui aujourd'hui correspondrait à la Libye. Mais les armées de Justinien vont faire la conquête, ou plutôt la reconquête, si on se rappelle que l'Empire byzantin est le fils de l'Empire romain d'Antiquité, donc la reconquête du littoral d'Afrique du Nord, et notamment de l'ancienne Carthage, et que Justinien est même le maître du sud de l'Espagne, et qu'il contrôle finalement le détroit de Gibraltar, qui permet de passer de la Méditerranée à l'Atlantique et réciproquement. Donc le règne de Justinien Ier correspond à une phase glorieuse de conquête et d'expansion, et qui correspond au rêve de Justinien de reconstituer l'Empire romain tel qu'il existait à son apogée au IIe siècle après Jésus-Christ. Alors évidemment, il n'y est pas entièrement parvenu, puisque échappe à son contrôle une partie du littoral d'Afrique du Nord, du côté du Maroc notamment, ou de l'Algérie d'aujourd'hui. Échappe à son contrôle la majeure partie de l'Espagne. Échappe à son contrôle la Gaule, l'ancienne Gaule romaine et la Grande-Bretagne. Mais on voit bien qu'il y avait une logique de reconstruire l'Empire romain tel qu'il existait avant sa destruction par les invasions barbares à la fin de l'Antiquité. Alors par contre, comme pour l'Empire romain de l'Antiquité, parce que c'est de toute manière le lot des empires quand ils durent dans le temps, il y a des empereurs qui sont puissants, qui sont forts, qui sont conquérants, puis il y en a d'autres qui sont plus faibles ou plus malchanceux. Et donc on voit que les successeurs de Justinien ont eu du mal à garder l'héritage. Ils ont même eu tellement de mal qu'ils l'ont perdu, l'héritage, ils l'ont dilapidé. Et on voit par exemple que Basileus Léon III, alors il porte le même nom que le pape qui couronnera Charlemagne en l'an 800, mais c'est pas le même, faut pas se tromper, là c'est l'empereur byzantin. Et Léon III lysorien, du nom d'une région de l'Empire byzantin d'ailleurs, lui par contre il va perdre beaucoup de territoire, puisque les Byzantins sont chassés d'Afrique, et pas seulement d'Afrique du Nord, d'ailleurs ils vont aussi perdre l'Égypte, sont chassés d'Espagne. Leurs conquêtes en Italie sont en train de rétrécir, puisque une bonne partie de l'intérieur de la péninsule italienne maintenant leur échappe, même si Léon III a réussi à conserver la
capitale Justinien avait refondée non pas à Rome, mais plus au nord, à Ravenne. Mais bon, il ne reste plus grand-chose. Et même le berceau de l'Empire byzantin est attaqué, puisque la Grèce échappe en partie maintenant au contrôle de l'Empire byzantin. Et l'Empire byzantin est aussi éjecté du Levant. Donc là, ça fait quand même beaucoup de pertes. Et l'Empire byzantin est en déclin très net. Les hauts alternent avec les bas, puisque, par exemple, aux alentours de l'an 1000, Basile II, alors d'ailleurs, Basile s'est tiré de Basileus, donc c'est un peu comme s'il s'appelait l'empereur impérial II. Basileus, le tueur de Bulgares, celui qui a soumis les Bulgares, parmi les principaux ennemis, principales menaces qui pèsent sur l'Empire byzantin, eh bien, du temps de Basile II, l'Empire byzantin reprend un peu du poil de la bête, reprend un peu le contrôle de la péninsule italienne, ou du moins le sud, a refait la conquête du berceau, du berceau grec de l'Empire, contrôle toute la partie est de l'Europe jusqu'au Danube, jusqu'au fleuve du Danube, a repris pied en Asie mineure, un peu au Levant, mais l'Afrique continue à lui échapper. Au XIIIe siècle, donc là on commence à s'approcher de la fin de l'Empire byzantin, on voit que la situation s'est encore aggravée, puisque cette fois-ci l'Empire byzantin a été éjecté de la péninsule italienne, a perdu des territoires dans le monde grec, à commencer par l'île de Crète au sud de la Grèce, et que l'Empire byzantin est aussi en train de perdre pied en Asie mineure, puisque les Turcs ottomans commencent à pousser et à chasser les Byzantins de la région. Donc là, Basileus Michel VIII, paléologue, est à la tête d'un empire considérablement affaibli, ce qui n'est pas sans rappeler l'histoire de l'Empire romain de l'Antiquité, qui est mort, mais sur plusieurs siècles, avec une agonie très très longue, faite de recul, de sursauts, voilà. C'est la même histoire au fond qui se déroule sous nos yeux pour son héritier, l'Empire romain byzantin. L'Empire romain d'Orient byzantin. Et à l'aube du XVe siècle, plus précisément en 1400, sous Basileus Manuel II, alors là la situation est critique, carrément désespérée, parce que en fait il ne reste plus que des lambeaux d'empire byzantin, éparpillés les uns à distance les uns des autres. Donc là on sent que c'est la fin. Et il ne reste plus au fond qu'un lambeau de territoire donnant sur la mer Noire et qui comprend la capitale Constantinople. Là, on sent bien que l'Empire byzantin ne va plus durer très longtemps. Et de fil en aiguille, on en arrive aux derniers instants de l'Empire byzantin, qui ne sont pas sans rappeler les derniers instants de Rome, assiégé par l'Ostrogo Théodoric en 476. Là, nous sommes presque 1000 ans plus tard, en 1453. Constantinople est assiégée par terre, mais aussi par voie de mer, par les Turcs ottomans. Et le sultan Mehmet II, le chef des Turcs, utilise une invention qui marque à elle seule la fin du Moyen-Âge, c'est le canon, puisque une cinquantaine de canons géants qu'on appelle des bombardes vont pendant plusieurs semaines détruire méthodiquement des murs qui jusque-là résistaient à tout,
puisqu'à certains endroits de Constantinople, les murailles étaient épaisses de 11 mètres d'épaisseur, mais face au canon, il n'y a pas grand-chose à faire. Et arrive ce qui devait arriver inéluctablement, la prise de Constantinople par le sultan ottoman Mehmed II. Et pour la petite histoire, le dernier des Basileus, Constantin XI, mourra dans les combats à l'intérieur de Sainte-Sophie de Constantinople, dans laquelle il s'était réfugié avec ses derniers défenseurs. Et les Turcs vont faire comme tout le monde à l'époque, c'est-à-dire qu'ils vont livrer la ville au pillage pendant 3 jours, et les survivants byzantins seront réduits en esclavage. La ville sera pas entièrement détruite d'ailleurs, puisqu'elle va devenir Istanbul, et qu'elle deviendra la capitale des Ottomans. Sainte-Sophie sera donc reconvertie en mosquée, et c'est un tournant dans l'histoire de l'Empire byzantin, évidemment, puisqu'il disparaît, mais c'est aussi un tournant dans l'histoire européenne et mondiale, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle beaucoup d'historiens notamment, mais pas seulement, considèrent que c'est la date marquante qui fait basculer l'histoire du monde du Moyen-Âge à l'époque moderne.